Salut ma Rachel, Georgie à l'appareil. Écoute, on va profiter de ce moment d'accalmie dans la Fast Life pour aborder différents sujets en lien avec la tournée des Lions et aussi en lien avec la marche du monde, puisque avec Orlando en fait on s'est pas mal posé la question, on s'est reprojeté dans nos souvenirs d'enfance et de jeunesse pour essayer d'expliquer aux abonnés ainsi qu'à nous-mêmes, histoire de savoir un peu sur quel pied danser l'un vis-à-vis de l'autre, puisque voilà, pendant les matchs, il y aura beaucoup de tension et d'amitié, puisque moi je suis un supporter des Lions britanniques et irlandais de longue date, et Orlando est un supporter de l'adversaire des Lions britanniques et irlandais de longue date. Donc on va un peu dresser le portrait de cette rivalité entre Georgie et Orlando. Donc oui, tout d'abord, la marche du monde, c'est compliqué c'est compliqué, mais on le fait, donc peut-être que c'est pas si compliqué que ça, mais voilà, on va se projeter dans l'intensité du rugby jusqu'en septembre, alors que le monde tourne de façon un peu bizarre, une façon qui nous convient pas. Voilà, il y a un truc sur lequel, il y a un principe politique sur lequel je pense on s'accorde tous les trois. Voilà, on ne se met pas sur la gueule avec quelqu'un parce qu'il a des idées qui sont opposées aux nôtres. On est fermement opposé à ça, puisque au fond de nous on est des gros pacifiques, même si et c'est pour ça qu'on est pour le socialisme, la démocratie et ce genre de choses, justement pour que tout ce qui a lieu à la lutte, au combat, se soit décidé collectivement et en accord avec des valeurs qui sont défendues par tous, que ce soit pas l'émotion, la colère, le désir de vengeance de l'un ou de l'autre, en l'occurrence Orlando et moi, puisqu'on a, voilà, je dis souvent, et puis là en ce moment j'ai repris un peu, je vais d'ailleurs m'étirer un petit peu ma Rachel si tu le veux bien, là. J'ai les ischios, les adducteurs et les quadris qui chauffent en ce moment. Voilà, on a, je pense, un fond combatif, compétitif. Et voilà, et ce fond combatif et compétitif, en fait, il doit être au service du collectif, il doit pas s'exprimer au détriment d'un désir collectif. Donc c'est pour ça que quand je disais dans Freestyle Sale, voilà, si c'était nous qui étions en mesure de sanctionner les écarts des uns et des autres, on serait très sévère, parce que on est, voilà, il y a des choses qui nous rendent fous, et voilà. Et en fait, c'est pas ce qui te rend fou qui doit gouverner, c'est la concorde et la démocratie. D'où en ce moment on fera une vidéo là-dessus sur les anecdotes de la campagne des législatives de l'an dernier. D'où mon soutien de plus en plus faible et de plus en plus critique vis-à-vis des partis politiques qui composent le NFP. Redonner la parole aux gens qui ont fait du porte-à-porte, qui ont défilé, qui ont organisé des manifs, qui se sont pelés le cul, parce que maintenant, si vous avez des sièges de députés, oui, c'est pas parce que, un tel parti n'a pas a des sièges des députés, certes, parce que l'autre partie de l'Alliance ne s'est pas présenté dans sa circo, mais surtout parce que y a des gens de toute sensibilité à gauche qui ont fait le travail sur le terrain. Écoutez-nous, s'il vous plaît. Ne nous mettez pas le stress de partir en note dispersée au municipal. Surtout dans un contexte où, je sais pas moi, il y a des gars qui sont là, oh, Périclès, c'est de la frappe. Ou dans un contexte médiatique où voilà, on a des gars qui gouvernent avec Macron et qui arrivent très bien à prendre leur téléphone, à demander au CRS de nous taper dessus quand on défile, à 2023-2024. Pour l'instant, pas 2025, parce que je suis verni. Voilà, la lacrymo, on en a sniffé, mais quand il y a d'autres manifestations, par exemple celle du 10 mai à Paris, qui n'arrivent pas à déchaîner la force publique, alors que clairement il y a des drapeaux, il y a des symboles, il y a des slogans, ils sont illégaux en France. Donc voilà, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de
de recueil de la parole et de prise en compte des gens qui constituent la base. Parce que s'il y a des gars qui gagnent très bien leur vie, on n'est pas le fait qu'ils gagnent très bien leur vie, parce qu'on sait qu'ils bossent dur, ils veillent tard le soir, ils ont une équipe à leur côté, tout ça. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup moins bien leur vie, qui ont dit ouais non là c'est flippant, je vais mettre les trucs entre parenthèses, mon sommeil je vais m'asseoir dessus une semaine, parce que voilà, barrage. Donc voilà, le point sur la marche du monde, il est fait. Maintenant, comment Orlando et moi, on a rencontré les Lions. Ça n'a échappé à personne qu'en 2020, il y a eu un Covid. Et ça n'a échappé à personne ici, que ce soit Rachel, Orlando ou moi, qu'il y a eu colloque en fait au moment du couvre-feu de l'automne 2020. Et qui s'est poursuivi jusqu'à quasiment la fin du couvre-feu de l'été suivant en 2021. Et donc pendant ces moments de flottement, ces moments de couvre-feu, ces moments de... C'était pas tout à fait un confinement, mais pendant ces moments-là, on a regardé beaucoup de rugby des années 70. On a la chance d'avoir Jean-Michel qui de temps en temps nous raconte des trucs. Et donc voilà, la période fin des années 60, début des années 70, en termes de rugby et de tournoi Destination, c'est une des périodes qui nous passionne le plus. Il faut savoir que courant des années 60, on est sur un rugby, enfin voilà, le French Flair peine. Le French Flair peine à s'imposer régulièrement sur la scène européenne. Il y a quelques grands chelems aux côtés desquels il passe et qui entraînent de sévères remises en cause de certains acteurs majeurs du 15 de France, comme Jean Gachassin ou les frères Boniface par exemple. Hein. Vous irez checker. Voilà, il paraît qu'il y a eu un France-Galles en 1965 et un Galles-France en 1966 qui sont très douloureux. Donc voilà, vous pourrez vous plonger dans cette magnifique histoire. Et donc c'est un rugby plutôt conservateur qui permet de gagner. Hein. Il y a un match qui est surnommé The Big Freeze. Murrayfield, février 1963, il fait froid, mais vraiment très froid. Et en fait, quand on tape des coups de pied, n'importe où qu'on soit sur le terrain, si le ballon sort, la touche se joue à l'endroit concerné. Plus d'une centaine de touches ont été jouées lors de cette Écosse-Galles, où en gros le plan gallois c'était « Salut, je m'appelle Clive Rowland, passe-moi le ballon, je le tape en touche ». Et après on essaye de foutre le bordel dans la touche écossaise. Et donc à un moment, le match il finit 6-3 ou 6-0 pour les Gallois. Les Gallois, vous devez gagner à tout prix. Parce que c'est des Gallois, ils doivent gagner à tout prix. De temps en temps, ils doivent gagner à tout prix. Et donc il y a une règle qui a été créée en réaction à ce tue-l'amour. C'est-à-dire que la règle de si tu tapes dans tes 22, si le ballon sort directement du terrain après un coup de pied de ton botteur, si ton botteur n'est pas dans ses 22, c'est-à-dire s'il n'y a pas urgence à dégager à tout prix pour se sortir d'une situation d'attaque adverse, et ben la touche est jouée à l'endroit où est tapé le coup de pied. Donc si tu es à 30 mètres de ton embut et que tu tapes pour te dégager au lieu de tenter de te relancer ou de faire des trucs un peu funky, enfin de laisser le ballon en vie sur le terrain, et ben le jeu repart de la position où tu voulais t'extirper. Ce qui a amené différentes évolutions. Ce qui a amené une autre évolution, c'est que de temps en temps, il y a une équipe, elle s'appelle les All Blacks, surtout dans les années 50-60. J'imagine qu'il n'y avait pas Internet, qu'il n'y avait pas autant de... Voilà, il n'y avait pas autant de facilité à voir ce qui se passait aux quatre coins de la planète rugby. De temps en temps, les All Blacks débarquent avec une équipe considérablement rajeunie. C'est-à-dire que tu arrives et ouais, tu reconnais le talonneur, tu reconnais un gars en deuxième ligne, tu connais le coach parce que dans les années 50, tu t'es frité avec lui. Et tous les autres gars, inconnus au bataillon, et se mettent à réciter un rugby incroyable. Midi Olympique avait consacré à l'occasion des 200 ans de l'invention du rugby dans la forme qu'on connaît actuellement, donc c'est-à-dire les 200 ans du jour où au collège de rugby, William Webelis, on n'avait plus rien à faire du football, prend le ballon à la main, aplati et dit bon maintenant il y en a un qui veut bien tirer au-dessus pour marquer un point. Esprit hurling over countries, esprit hurling over goals. Et bien, pardon.
vous avez consacré un très bel article sur la tournée de 1967 en Europe de la part des All Blacks, qui avait proposé un jeu très dynamique, une troisième ligne beaucoup plus mobile que ce qu'on avait l'habitude de voir dans le tournoi des 5 nations, et une charnière et une ligne de 3/4 qui animent le jeu de façon assez remarquable, qui amène beaucoup d'innovation et donc de remise en question, puisque les succès néo-zélandais sont tellement étincelants, tellement éclatants que c'est un nouveau paradigme de jeu qui s'est créé. En parallèle, vous avez toujours, de toute façon, on parle des Lions, donc je vais beaucoup parler des Gallois aujourd'hui. Rachel, à un moment, tu me feras des signes pour que je parle un peu des autres nations. Il y a les Gallois qui, petit à petit, et peut-être que ça existait dans d'autres équipes, mais comme les Gallois ont été la force dominante du début des années 70, souvent c'est à eux qu'on revient le mérite, enfin c'est de leur squad system qu'on parle. Et il y avait une règle tacite du jeu amateur qui disait que en fait on s'entraînait seulement les semaines avant les tests. C'est-à-dire que voilà, t'étais pas manager et tu prenais pas ton téléphone au mois d'août pour dire ah les gars, ce serait bien qu'on se voit, qu'on aille courir un peu ensemble, un tel est blessé, viens on va lui donner de la force, etc. Enfin ce genre de choses, c'était vraiment voilà, c'était une règle tacite qui était voilà, c'est les semaines. Et d'ailleurs si vous lisez un peu les Britanniques, même en France, hein, ça existe encore, on parle souvent des semaines qui précèdent les matchs. Les gars disent ah c'est une semaine spéciale, parce que justement il y avait ce truc de voilà, du lundi jusqu'au jour du match. Ah là là, les aléas du direct. Du lundi jusqu'au jour du match. Ouais, je suis sur une table de ping-pong, donc ouais, j'ai tapé un peu fort. Ouais, ma paluche est plus forte qu'une balle de ping-pong, fait trembler les tables. Et donc voilà, c'est la semaine avant que tout le monde se réunit, que tout le monde se prépare en conséquence pour le test match à venir, à disputer le samedi ou le dimanche en suivant. Donc là, petit à petit, voilà, les Gallois se parlent, les Gallois se téléphonent, les Gallois s'entraînent un peu ensemble. Enfin voilà, il y a de très belles photos des gars qui se font des petites séances au bord de la mer et tout. Enfin voilà, j'imagine que, enfin voilà. Et donc ce truc-là émerge, et donc sous l'influence du magnifique rugby proposé par les All Blacks en 1967, on arrive à début des années 70 avec un rugby qui est quand même plus ouvert qu'auparavant, plus joueur, porté par des joueurs dans toutes les nations. Dans toutes les nations, on peut penser à Monsieur Gibson en Irlande, on peut penser oui aux Gallois, voilà, Gareth Edwards, voilà, on va être obligé d'en parler puisqu'on parle des Lions dans les années 70. Voilà, un jeu de 3/4 plus entreprenant, plus ouvert, un meilleur lien entre les avants et les 3/4 assuré, en plus de la charnière qui est assurée par les troisièmes lignes, surtout les numéros 7 et numéro 8. Enfin voilà, il y a une vraie modernisation du jeu à cette époque, et on arrive donc début des années 70, les deux tournées des Lions sur lesquelles nous on a énormément lu, on a énormément maté de documentaires, de reportages, on a maté quelques matchs bien sûr. Donc tournée en 1971 en Nouvelle-Zélande, tournée en 1974 en Afrique du Sud. Il faut savoir que voilà, les All Blacks, ils ont une aura de meilleure équipe du monde, d'étalons, puisque les exploits des années 1900, des années 1920, de la tournée de la fin des années 60 sont encore dans tous les esprits. Aussi celle des années 50 où les Gallois en 1953, il faut toujours, un jour j'achèterai la BD et je ferai on fera une review de cette BD qui s'appelle Bledin, le prénom du capitaine de l'équipe de Galles qui a vaincu 13-8 son homologue néo-zélandaise en décembre 1953. Donc voilà, c'est la meilleure équipe du monde. Les Lions ne se sont jamais imposés là-bas. Et donc les Lions, portés par ce vent de fraîcheur, portés par des Gallois en feu qui sortaient d'un grand chelem, d'un des plus beaux grands chelems de leur histoire, même si tous les grands chelems sont beaux, hein. Avec
quelques joueurs charismatiques et qui donnent tout pour le collectif issu d'autres nations. Je pense à messieurs Cotton en première ligne, donc lui c'est un Anglais. Je pense à Willie John McBride, dont on reparlera, puisqu'on lui tend souvent le micro dès qu'il s'agit des Lions, donc il va pas mal papoter. Voilà, deuxième ligne irlandais, capitaine des Lions sur la tournée de 1974. Je ne suis plus sûr de qui est le capitaine de la tournée de 1971, puisque on n'a pas fait de fiche. Là aujourd'hui on est en freestyle. Et donc ils arrivent en Nouvelle-Zélande, et donc ils matchent avec la proposition néo-zélandaise, avec une proposition elle aussi très ouverte. Les phases de combat d'avant sont aussi épiques. Enfin vraiment, voilà, les lions britanniques au terme des 4 tests s'imposent et font l'histoire. Et puis ensuite, donc il y a des tournois qui sont les 3 années qui suivent sont assez bizarres, dans le sens où 1972, il y a les Troubles, le Bloody Sunday, des paramilitaires britanniques qui tirent sur une foule pacifique, sur une foule pacifique, et donc ce qui amènera voilà, des tensions entre partisans de l'Irlande républicaine et partisans du Royaume-Uni, les unionistes. Et donc un tournoi 1972 qui ne va pas à son terme, alors que le 15 d'Irlande est pas loin de son prime. Mais les matchs qui devaient avoir lieu en Irlande ne se disputent pas. Ou alors c'est la venue des... les matchs qui se disputent en Irlande, je suis en train de réfléchir, c'est une année paire. Donc l'Irlande est censée recevoir le 15 de Galles ainsi que le 15 d'Écosse, et ces matchs-là n'ont pas lieu pour éviter les tensions, pour éviter des troubles à l'ordre public, comme on dirait aujourd'hui. Et donc le tournoi ne va pas à son terme, il n'est attribué à personne, alors que l'Irlande avait gagné ses 2 matchs à l'extérieur et aurait pu être en position de claquer un éventuel grand chelem ou une éventuelle victoire finale. 1973, année très particulière, celle-là on en a déjà parlé, ça a sûrement joué un rôle de ciment et de bonding au sein de l'effectif des Lions britanniques et irlandais. Le 15 d'Angleterre, malgré tout ce qui s'est passé, malgré ce que représente la rivalité non sportive, donc ce que représente un duel entre Irlandais et Anglais à ce moment-là, dit non, on y va, on va jouer ce match de rugby. C'est un match de rugby. Il faut savoir que et on l'a vu aussi en 2007, le message porté par le rugby, l'idée sous-jacente, ce qui a envie d'être porté par le rugby sur ce match-là, c'est nous pouvons vivre ensemble et voilà, se contenter d'un match de rugby où on va exprimer notre combativité, notre fierté, notre orgueil, tout ce qu'on aime dans le rugby, mais avant, après le match, convivialité au max. Et donc je crois que là il y a eu beaucoup de gratitude des 2 côtés. Les Irlandais ont gagné ce match-là, et l'ambiance tout autour a permis que ce tournoi 1973 se déroule à son bout, contrairement à celui de 1972. Vous avez l'ailier anglais, monsieur Duckham, qui me semble-t-il était un des capitaines du 15 de la Rose à ce moment-là, qui a fait une interview très émouvante juste avant le tournoi 2023. Justement pour les 50 ans de cette rencontre, où il expliquait que ce match était très important pour lui, même si il était énormément déçu de la performance, puisque c'était une victoire nette de la part du 15 d'Irlande. Et donc voilà, vous faites vos recherches et vous trouverez du très bon contenu à ce propos. Tournoi 1973, très intéressant. 5 vainqueurs. Toutes les équipes ont gagné leur rencontre à domicile, et vous avez une pénalité absolument incroyable de l'arrière irlandais, monsieur Ensor, commenté par le légendaire Bill McLaren, qui permet au 15 d'Irlande de triompher, si mes souvenirs sont bons, et je pense qu'ils le sont, 6-3. Il est à 50 mètres, il n'est pas tout à fait face au poteau, il s'élance,
et le ballon passe entre les poteaux. C'est moment incroyable, moment iconique du rugby, et donc ce qui fait que les 5 équipes ont gagné leurs 2 matchs à domicile. Pas de vainqueur, ou alors tout le monde est vainqueur ex aequo. De toute façon, à cette époque-là, il n'y avait pas de coupe ou quoi. Si 2 équipes avaient le même nombre de points au classement, on décrétait qu'elles avaient tous les 2 gagné le tournoi. Il n'y avait pas de remise de coupe, il n'y avait pas tout le folklore qu'il y a actuellement avec les remises de coupe. Et c'est vrai qu'il commence à faire chaud. Hop. Donc on sort le t-shirt BMX. Donc 1973, tout le monde gagne ex aequo le tournoi des 5 nations. On va reprendre un petit peu de café. Juste à la température qu'il faut. C'est dommage qu'il n'y avait pas de sucre roux. 1974, c'est un tournoi, pareil. Vous allez sur le site balls, B-A-2-L-S.ie, donc c'est un site irlandais. Et donc ils avaient fait un article sur le tournoi de 1974, ils avaient dit The Unsung Heroes, donc les héros dont on ne chante pas la geste. Donc le 15 d'Irlande s'impose dans ce tournoi 1974, si mes souvenirs sont bons. 2 victoires, un match nul, 1 défaite. Là, j'ai plus tous les scores en tête. Je sais juste qu'à la dernière journée, en fait, le 15 de Galles peut gagner le tournoi. Sauf que ça se passe à Twickenham. L'arbitre est irlandais. Ça a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Et il est mené au score. Le 15 de la Rose joue principalement pour l'honneur. Il mène au score. Et puis, il y a une action galloise dans le camp anglais. Et ça se retrouve dans l'en-but. Est-ce qu'il y a essai? Est-ce qu'il n'y a pas essai? À l'époque, il n'y a pas l'arbitrage vidéo, il n'y a pas tout ça. Et l'arbitre irlandais n'accorde pas l'essai. Et donc l'Angleterre bat le 15 d'Angleterre bat son homologue gallois. Et donc la victoire finale dans le tournoi 1974 va au 15 d'Irlande. Donc avec ce qui s'est passé en 72 et 73, voilà, c'est juste magnifique. Mais ce moment-là, ce moment fort de l'année 1974, qui a été vécu de façon très particulière, puisque 1974, j'ai failli l'oublier. Heureusement que t'es là, Rachel. Ça, c'est Jean-Michel nous en a beaucoup parlé parce qu'il se souvient très bien de ce printemps-là, enfin de cet hiver et de ce printemps-là, puisque c'est la première fois en 1974 que on a décidé du format télévisuel actuel du tournoi des 5 nations, enfin du tournoi. C'est-à-dire que il y a 5 équipes, donc une dizaine, 10 matchs, et donc les journées elles sont par 5. Et vous avez un premier week-end avec 2 rencontres, un deuxième week-end avec 2 rencontres, un troisième week-end avec 2 rencontres, etc. Enfin un quatrième week-end avec 2 rencontres, un cinquième week-end avec 2 rencontres. Le problème avec la musique répétitive, c'est quand t'aimes pas le début, mais là en l'occurrence on parle du tournoi, donc nous on aime le début. Et donc c'est le moment où voilà, vous avez ce truc avec voilà, c'est 5 dates. Alors qu'avant le calendrier était un peu plus éparpillé. C'était une logique de quels sont les matchs de club, quelles sont les disponibilités. Il y avait aussi d'autres équipes qui étaient en tournée. Il y avait pas que le tournoi des 5 nations qui se jouait. Il y avait des matchs avec le 15 d'Italie, le 15 d'Australie qui venait de temps en temps. Enfin plein d'équipes, les Barbarians. Enfin voilà, vous pourrez faire vos recherches. D'ailleurs, lors du Grand Chelem 1968 gagné par le 15 de France, en plein milieu du tournoi, ils partent à Grenoble faire un match contre une sélection du Sud-Est. Et le match est gagné par le Sud-Est, et ça chamboule totalement la composition du 15 de France. Donc ce qui fait que des gars qui ont le Grand Chelem 1968 à leur palmarès, il y en a énormément, puisqu'il y a très peu de joueurs qui ont disputé les 4 matchs victorieux. Voilà, c'est le genre de petites anecdotes qui, à titre personnel, nous régalent. Et donc 1974, tournée des Lions, et donc en miroir aux Troubles qu'il y a au Royaume-Uni, il y a la situation d'apartheid en Afrique du Sud. Le 15 d'Afrique du Sud, de tout temps, c'est le méchant du film, d'accord, ça date pas d'hier, ça date pas de 2023, ça date pas de 2019. Voilà, les brutes
les brutes, puis c'est un... Enfin, en 1974, on n'est pas du tout dans un délire de Rainbow Nation, on est vraiment dans... On est dans un délire de... on est dans un délire d'Afrikaners. On est dans un délire de... le rugby sud-africain, il y a des provinces qui se disputent la Currie Cup. Lors de la tournée des Lions, vous allez jouer contre chacune de ces provinces qui fournissent le 15 d'Afrique du Sud, qui pourvoient le 15 d'Afrique du Sud en joueurs, mais qui ont aussi des joueurs absolument redoutables et absolument remontés à l'idée de ferrailler avec des Britanniques et des Irlandais, puisque l'historique au XXe siècle entre les deux pays, malheureusement, est entaché de plusieurs conflits, à la mémoire compliquée. On n'est pas historien, donc on cadre comme ça. Et donc, voilà, il y a ce truc, il y a le narratif des lions britanniques et irlandais qui vont pourfendre la bête féroce qui représente le pays de l'apartheid, pays à qui très peu de monde donne l'heure à ce moment-là. Voilà, qui est un peu isolé sur la scène internationale. Et donc voilà, les Lions vont là-bas, et le mot d'ordre c'est voilà, on vient, on gagne, parce que quelque part moralement notre pays, il est supérieur au Sud-Af. Vous faites ce que vous voulez de cette phrase, on va pas donner notre avis ni rien. Vous avez entendu ce qu'on avait dit sur Churchill la dernière fois. Voilà, mais il y a ce truc là qui est présent, et les matchs ils sont la bagarre, et de temps en temps des éclairs de génie, des essais de 80 mètres, avec le regretté JPR Williams, avec JJ Williams aussi, ailier du 15 de Galles, Edwards et Barry John aux manettes à la charnière, un pack d'avant qui rivalise pleinement avec son homologue Sudaf. Enfin voilà, une tournée, 2 victoires, 1 nul, 1 victoire, donc sur les 4 tests, donc ce qui fait que c'est victoire des Lions, et donc ce narratif un peu James Bondesque. Voilà, les représentants du Royaume-Uni éternel, le défenseur de la démocratie dans le monde, contre le pays à qui plus personne ne donne l'heure sur la scène internationale. Et donc voilà, cette tournée, pareil, nous on a, à titre personnel, j'ai beaucoup plus que Rachel Orlando, parce que c'est vraiment c'est vraiment une époque du rugby qui me passionne. Donc là voilà, vous avez le truc de la fascination de Georgie pour les Lions. Elle prend vraiment sa racine ici. Bien sûr, l'idée on est un sport totalement amateur, on sait que, vu que c'est le Commonwealth, on sait qu'il y a des clubs qui se sont montés en Australie, en Nouvelle-Zélande et tout, viens, on prend le bateau à la fin du 19e siècle, on va aller là-bas et on va jouer avec eux. On va mettre nos vies entre parenthèses pendant quelques mois pour aller vivre ça entre rugbymen. Ça c'est quelque chose qui nous régale, voilà. C'est quand enfin voilà, cet esprit là, nous c'est nos compétitions du dimanche, c'est je vais pas dire qu'elles se font dans cet état d'esprit, mais voilà, c'est des fois, c'est voilà, tu pars le vendredi soir avec tes coéquipiers et coéquipières, et voilà, tu traverses tu traverses la Bretagne, tu traverses la France, et voilà, le samedi compète, le samedi soir grand banquet, tout ça, le dimanche matin selon les forces qui restent, on se rentre chez nous. Voilà, c'est quelque chose qu'on adore, et c'est des souvenirs incroyables. Là, je serre les mains très fort entre mes cuisses, parce que j'ai des petits frissons là. Je repense à 2015, ouais, notamment, mais même à d'autres années. Et donc ça nous amène, voilà, là on vous a brossé un peu le truc des Lions, et maintenant notre rapport à l'Australie. À peu près tous, on découvre, enfin surtout Orlando et moi, puisque Rachel elle est née en 1993, donc mais bon, j'imagine qu'elle, de toute façon,
dans le ventre de Béatrice, elle découvrait déjà le rugby. On était dans une période de domination toulousaine, donc je pense qu'à la maison, ça devait faire la fête. Même si elle n'était pas là pour le voir, on va dire physiquement, mais je pense qu'intérieurement, elle l'a vécu fort. Voilà, Coupe du Monde 1995, puis Orlando, voilà. Il y a des gens qui sont allés voir ses parents, vous savez, il a de l'énergie, le petit. Amenez-le au rugby, il va pouvoir s'exprimer, tout ça, il sera un peu plus à l'aise avec son corps et ses émotions, ça, voilà, ça évitera des moments gênants où il grimpe aux arbres dans la cour ou des moments où il se met debout sur sa chaise, on sait pas pourquoi, en pleine dictée. Putain, il a fait ça le gaze. Il a fait ça le gaze. Un jour, faudrait retrouver les carnets. Tu sais, les livrets les bulletins scolaires. Orlando fait des galipettes dans le couloir. Pourquoi? Qui a éduqué ce gars? L'école, c'est censé apprendre aux enfants à rester assis et concentrés pendant un certain temps avant d'aller faire des cabrioles dans la cour de récré. Pourquoi il fait l'inverse? Pourquoi dans la cour il est calme, il lit des trucs? Et pourquoi en classe il se met debout sur des chaises? Pourquoi il fait des galipettes dans le couloir? Pourquoi? Mettez-le au rugby. Voilà, ils l'ont mis au rugby, deuxième ligne. Toute la suite qu'on connaît, puis la SB, puis le LOT, puis notre rencontre en Argentine, etc., etc. Donc, on découvre le rugby à ce moment-là, Coupe du Monde 1995, grand moment de démocratisation du rugby, début du professionnalisme, et puis on arrive au Royaume-Uni, 1999, Coupe du Monde, remportée par les Australiens. Je vous disais, début du professionnalisme, vraiment la physicalité du jeu, elle est incroyable, voilà, c'est vraiment impressionnant. Puis des joueurs, la ligne de 3/4 australiens, ils sont tous hyper costauds. C'est le prime de Jonah Lomu, avec la puissance, la vélocité. Enfin vraiment, c'est un rugby qui est très physique et qui est hyper impressionnant, peu d'espace, énormément de points qui sont marqués par des drops. Enfin, vraiment, puis la victoire australienne, elle est un peu épique, puisque en demi-finale, alors ici, c'est normal qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que, voilà, il y a eu une demi-finale France All Blacks, qui est légendaire, qui est un des plus grands moments de l'histoire du rugby, voilà, top 5 des moments de l'histoire du rugby, il y a ce match du 31 octobre 99 à Twickenham, mais le même week-end, il y a Wallaby Springboks, qui va en prolongation. Un match, éloigner les enfants du poste, l'affrontement, oh là là, il faudrait qu'on le revoie ce match. Et en fait, à la fin, malgré le fait que les Sudaf sont toujours les méchants du film, puisque là, ils sont plus à domicile, c'est plus la Coupe du Monde de leur retour, tout ça, etc. Ils sont champions du monde en titre, un champion du monde en titre ou un favori au rugby, vous savez ce que c'est. Avant, pendant les matchs, tout le monde a envie de le monter en l'air. Après les matchs, on le congratule ou on lui fait une haie d'honneur selon l'issue du match. Enfin voilà, l'esprit rugby qu'on aime. Et donc là, les Wallabies, à l'issue de ce combat titanesque, triomphe des Springboks. Il me semble que le score c'est 24-18 ou 27-21 avec des buts marqués par Stephen Larkham, l'ouvreur australien. Lui, on aura sûrement aussi l'occasion de l'entendre parler, puisqu'il a continué à entraîner et de temps en temps on lui tend le micro et il dit des choses assez intéressantes, assez passionnantes. Un autre gars à qui on tendra le micro, c'est un Wallaby champion du monde 1991, Monsieur Campese. Donc lui, voilà, c'est un gars qu'on aime beaucoup, un joueur justement au milieu de ce rugby qui devenait de plus en plus épais. Un gars un peu plus mince que les autres, un peu plus élancé que les autres, et puis totalement insouciant, très audacieux. Voilà, un joueur, je pense, j'aime pas trop faire des classements individuels, mais je pense qu'il est dans le top 10 des joueurs préférés de nombreux experts et de nombreux amoureux du rugby. Donc lui aussi on l'entendra parler. Puis c'est un gars qui lance plein de projets et qui défend un rugby où on cherche l'espace plutôt qu'un rugby où on cherche la brèche. Donc voilà, il y a cette dualité là en Australie, et donc nous on découvre l'Australie à ce moment là, ce qui fait que ça a pu me faire dire des bêtises, même si on va les assumer. Il y a des moments je disais l'Australie, plus grand pays de rugby, et en fait ça vient du fait que au moment où moi
je commence à prendre conscience de l'ampleur du rugby, de l'histoire que ça a. Et bah 1991, ils ont été champions du monde. 1999, ils sont à nouveau champions du monde. Donc dans mon esprit, l'Australie, ça a toujours été très 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 haut. Alors que bon, voilà, c'est juste qu'ils ont un rôle. Je pense, voilà, les All Blacks, c'est l'équipe de rugby avec l'équipe la plus classe, on va dire. J'aime pas ce terme, mais bon, voilà, c'est un freestyle, donc des fois il y a des termes qui sortent, on n'est pas tout à fait raccord. On trouvera un meilleur terme pour les vidéos suivantes. Vous avez les Sudaf, les méchants du film, les bourrins, la combativité, la combativité, le rugby de tranchée, mais toujours à l'affût d'une innovation tactique, même si le pack il est robuste, épais, barjot. Il y a toujours des trois quarts, des ailiers aux jambes de feu, des charnières inspirées, des buteurs très précis. Enfin voilà, c'est pas que la hargne, le rugby Sudaf, et puis beaucoup de gens l'ont appris à leurs dépens dans l'histoire récente, hein, on dira pas les noms. Donc voilà, c'est les artistes qui passent pour des bourrins, ou les bourrins qui passent pour des artistes. Voilà, le méchant du film, les bourrins, les criminels, ceux que tout le monde adore détester. Vous avez l'Australie dans tout ça, c'est l'équipe qui de temps en temps amène un vent de fraîcheur dont les victoires font avancer le rugby, puisque voilà, la façon dont ils gagnent en 91, ils gagnent quand même contre une Angleterre ils gagnent en finale contre une Angleterre qui avait eu un jeu plus destructeur que créateur. Ils arrivent à triompher de All Blacks qui pensaient sur les fondamentaux dans le jeu d'avant, prendre le dessus sur les fondamentaux du jeu d'avant, la mêlée, prendre le dessus sur leur homologue australien, et en fait il n'en a rien été. Et donc voilà, le 15 d'Australie, c'est une équipe qui de temps en temps est capable de rivaliser, de matcher devant avec les deux autres mastodontes de l'hémisphère sud, et aussi d'amener un rugby offensif très intéressant, et donc qui est champion du monde en 91 ainsi, qui est champion du monde en 99, où c'est peut-être ceux qui se sont le mieux adaptés au professionnalisme, qui l'ont mieux intégré, parce que ils avaient eu à innover dans les années fin des années 80, début des années 90, et donc à ce moment-là ils ont pris un step d'avance. Et puis voilà, y a le rucking tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, il doit beaucoup à un homme et une équipe, c'est les Brumbies ou les Waratahs. Oh là on aurait dû faire une fiche. Donc on va se centrer sur un entraîneur, et je m'excuse, Eddie Jones, qui a vraiment amené des concepts très intéressants sur le concept de mêlée ouverte, sur les rucks, sur les libérations de balles rapides sur ces phases-là de combat au sol, et donc qui a débouché sur le rugby tel qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est au tournant des années 2000 que cela s'est mis en place en Australie, et que ça s'est répandu au monde entier, à un moment où les All Blacks n'étaient plus le phare du rugby mondial, mais ils allaient le redevenir très vite, parce que ne plus être le phare pendant quelques temps, ça froisse en Nouvelle-Zélande. Et donc là, il se passe un truc de salut les gars, bon, il y a 2-3 anciens, vous connaissez, et tous les autres mecs, ils sont nouveaux, et on gagne. Voilà un peu de façon très foutraque pourquoi un match entre les Lions britanniques et irlandais et le 15 d'Australie, les Wallabies, nous chauffe autant. Les 3 dernières tournées, donc 2013, 2001, 1989, elles se sont toutes soldées par des victoires 2-1, 2 tests à 1, c'est des tournées à 3 tests. Donc 2-1 pour les vainqueurs. Les Lions gagnent en 1989 et en 2013. Les Wallabies s'imposent en 2001. Voilà, alors, ils sont champions du monde en titre en 99, et comme les Sudaf en 2021, ils cimentent leur statut de meilleure équipe du monde en battant les Lions britanniques et irlandais, avec un 3e test match qui était à couper le souffle, et une dernière touche que
que les Lions britanniques regretteront éternellement. Ils se font voler un ballon en touche, un dernier ballon d'attaque en touche qui aurait pu se transformer en balle de match. Matt Dawson l'a évoqué. Il l'évoquait en 2022 et il l'a évoqué en 2022 au moment où les Black Ferns, donc là c'est chez les filles, au moment où les Red Roses perdent leur finale contre les Black Ferns, il y a un ballon qui leur est volé en touche, qui aurait pu faire balle de match. Et donc Matt Dawson, il a mis son focus là-dessus. Nous, rappelez-vous, les vidéos sont éclatées au sol, on les remettra jamais en ligne ces vidéos, on en a un peu honte. Ou peut-être on les retravaillera pas, on va pas faire de montage. Orlando il va pas faire de montage, il bosse toute la journée, moi je bosse toute la journée, Rachel tu bosses toute la journée, on va pas faire du montage. Alors un jour on prendra notre téléphone, on téléphonera à un gars qui fait du montage, on lui demandera de remonter ça. Nous on avait mis l'accent sur en fait la réception du coup d'envoi en deuxième mi-temps où les Red Roses prennent un essai trop facile à notre goût. Et sur une transmission dans leur camp et un dégagement qui est mal assuré et donc qui donne un ballon d'attaque à l'entrée des 22 au Black Ferns. Nous on avait mis le moment crucial du match à ce moment là, mais c'est vrai que la touche volée, si elle n'est pas volée et que ça part en maul, il se peut tout à fait que l'histoire s'écrit autrement, mais ça n'a pas été le cas. On n'est pas là pour refaire l'histoire, on est là pour l'évoquer bien avant le début de la tournée des Lions. Elle commence le 20 juin avec le match, la semaine du 20 juin, je suis pas sûr que ce soit le 20 juin, avec le match Lions 15 d'Argentine, donc les Lions contre les Pumas, duel de fauve fin juin, et donc qui aura lieu ensuite jusqu'au début août avec les test matchs. Nous on vous retrouve avant, pendant ou après le test entre les Lions et les Pumas. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, on avait beaucoup d'historique à brasser. Voilà, il y a l'historique, c'est bien pour poser un contexte, mais le match le plus important, c'est toujours celui qui vient. Et donc la tournée la plus importante, c'est celle qui vient, c'est celle vers laquelle on se projette. On a hâte de revenir vous en parler. Ce sera sur des formats plus courts, puisque là toute l'histoire des années 70, le rugby, le machin, les Wallabies, les tournées précédentes, on vient d'en parler. Donc maintenant on va pouvoir se concentrer sur le présent et le turfu. Je vous embrasse, merci de ton attention Rachel, bonne journée à toutes et à tous, prenez soin de vous et surtout de vos rêves. Sur ce, je remets ma casquette orange. Ben oui, parce que c'est ce qu'on avait dit avec Orlando. Les Lions jouent en rouge, les Wallabies jouent en jaune. Tu mélanges du rouge et du jaune, ça fait du orange. Ciao, ciao.